Mesdames et messieurs, il est 15 h sur Télé Djibouti. Voici les titres. À la une dans l'actualité nationale. Ouverture de la première session ordinaire du Parlement de l'an 2020. Et enfin, dans l'actualité internationale, aux États-Unis, les primaires démocrates, Biden se relance en remportant la Caroline du Sud. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Je vous le dis dans le titre, le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a ouvert la première session solennelle de l'an 2020. Le gouvernement a été représenté par le Premier ministre, son Excellence, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, a invité pour l'occasion le président de la Chambre des députés de la République fédérale d'Éthiopie, le président de l'Assemblée nationale de la République fédérale du Somalie, Mohamed Mursal Abdelrahman. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présenté le discours de la politique générale de l'année 2020. Ainsi, c'est le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Ahmed, qui a ouvert la première session solennelle de l'an 2020. Et comme je vous le disais, le gouvernement a été représenté par son Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Et pour cette année, des invités de marque pour l'occasion, le président de la Chambre des députés de la République fédérale d'Éthiopie et le président de l'Assemblée nationale de la République fédérale de la Somalie, M. Mohamed Mursal Abdelrahman. Aujourd'hui, nous accueillons dans ce haut lieu de la démocratie djiboutienne deux présidents de Parlement et leurs délégations. Il s'agit de son Excellence M. Taguesse Chafo, président de la Chambre des représentants du peuple de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, et son Excellence M. Mohamed Mursal Abdelrahman, président de la Chambre du peuple de la République fédérale de Somalie. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir à l'Assemblée nationale. Excellence, Monsieur le Président, votre présence symbolise les liens interparlementaires indéfectibles entre nos institutions et c'est à nous qu'il appartient donc de renforcer et d'entretenir continuellement cette relation. En cet instant, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la représentation nationale ainsi que mon nom propre. Welcome, Kusur Dawada Wadankini Labad, Unkan Badehnan Matachu, Wade Agarashi, Unka Sinibadol, Ahlan wa Sahlan Bikum. Eh bien, dans son discours, le Premier ministre a rappelé que cette année, cette séance ordinaire coïncide à une période importante de la vie politique qui redonnera un nouvel souffle au développement du pays. La politique du gouvernement sera le déclencheur de cette nouvelle élan, lequel est fondé sur l'attachement à une même nation. Ces dernières années, notre pays, a-t-il dit le Premier ministre, a connu un changement d'échelle sans précédent
dans son développement. Écoutons le Premier ministre. Comme toujours, c'est un moment chargé d'émotions qu'est l'ouverture solennelle de cette session ordinaire. Et comme chaque fois, c'est une circonstance haute en symbole et de communion privilégiée aussi bien avec cette auguste assemblée qu'à travers vous avec la population djiboutienne sans exception. Cette année, cette séance ordinaire va coïncider avec une période importante de la vie politique qui redonnera un nouveau souffle au développement du pays. La politique du gouvernement sera le déclencheur de ce nouvel élan, lequel est fondé sur l'attachement à une même nation. Ces dernières années, notre pays a connu un changement d'échelle sans précédent dans son développement. C'est avec cette volonté de tous les jours que les Djiboutiennes et les Djiboutiens suivent le modèle de croissance conçu par le président de la République. Par sa détermination sans cesse renouvelée d'un meilleur lendemain pour tous, M. Ismaïl Omar Guelleh est le président de la République qui a façonné notre nation. Ainsi, l'action prioritaire du gouvernement a été d'abord de créer les conditions d'un essor économique fort et durable. Le secteur du transport a été l'axe principal de ce développement que nous avons dénommé la vision du président de la République, une vision qui est en train de s'incarner dans le réel. Aujourd'hui, nous constatons que cette idée visionnaire n'est pas figée dans le temps, mais qu'elle évolue et s'adapte sans cesse aux exigences du monde moderne. Mesdames et messieurs, après les ports, les zones franches commerciales et industrielles, les routes, le chemin de fer, prochainement l'aéroport, le développement industriel prendra le relais. L'usine chimique de bromure de sodium de Lakassal, qui vient d'être inaugurée, sera suivie par le projet de liquéfaction des gaz en provenance de l'Éthiopie. Mais pour permettre un développement industriel important, il est aussi nécessaire de renforcer le secteur énergétique. De ce fait, le développement de l'énergie est maintenant un nouvel axe prioritaire des progressions économiques. Il s'agit de créer en grande quantité une production d'énergie renouvelable pour accompagner celle d'énergie thermique qui se modernise progressivement, comme ce sera le cas avec la nouvelle centrale de Damerjoug. Le double objectif d'indépendance nationale dans la production d'électricité et de réduction des coûts est visé dans ce secteur. Ceci est très important pour garantir une fourniture stable d'énergie aux entreprises et aux ménages à des coûts maîtrisés, renforçant la compétitivité de l'économie. C'est un objectif de premier plan pour soutenir le développement dans les domaines industriels, commercial, touristique et de nouvelles technologies, tous ces secteurs qui sont fortement créateurs d'emplois nouveaux. Eh bien, dans un second temps, le Premier ministre a rappelé les doubles objectifs d'indépendance nationale dans la production d'électricité, de réduction des coûts et vise dans ce secteur. Réécoutons le Premier ministre. Cet avantage va être encore plus valorisé avec le développement des ressources énergétiques. Il permettra de renforcer le développement des data centers, ces centres de traitement de données qui sont de plus en plus utilisés dans le monde entier. Avec l'exploitation d'une grande quantité d'énergie verte, Djibouti offrira en effet les meilleures conditions de situation de ces centres de stockage de données pour les géants de l'informatique, puisqu'il est situé au plus proche des régions développées à la fois d'Europe et d'Asie, deux très grands pôles de consommation. Mais il est aussi le meilleur accès pour les futures régions en développement que constitue le continent africain. La politique du gouvernement consiste donc à faire en sorte que tous les atouts de Djibouti soient valorisés au plus haut niveau. Sous cet angle, le potentiel touristique de Djibouti constitue une ressource non encore suffisamment valorisée. Celui-ci a été examiné dans le détail pour mettre en œuvre les voies et moyens
de parvenir à faire de Djibouti une destination touristique attractive dans un cadre de sécurité absolue. Avec le port spécialisé, avec les zones franches prêtes à accueillir les investisseurs étrangers, non plus seulement dans le domaine commercial, mais également dans celui de la transformation industrielle avec un système de transport routier rénové, agrandi et sécurisé avec une synergie, avec une énergie verte plus grande, avec un système de télécommunications de plus moderne et avec l'exploitation de nos ressources touristiques, il existe aussi un autre avantage important pour notre économie. Il s'agit du développement du secteur bancaire. Le gouvernement va également poursuivre sa valorisation en francs Djibouti stable, librement convertible et transférable est un attrait apprécié par tous les investisseurs. Un système bancaire moderne et sécurisé est une garantie supplémentaire. Le nombre des banques a fortement augmenté au cours des dernières années. La Banque centrale, outre son engagement à préserver la qualité de ce système bancaire, s'attache aussi à motiver les banques de la place à participer au financement de l'économie de façon plus active. Et enfin, le Premier ministre a saisi cette occasion pour annoncer l'entrée en service des 2 nouveaux organismes créés en 2019. Le Fonds souverain djiboutien qui contribuera à la stabilité macroéconomique, l'épargne interrégionale, au système de retrait et l'autorité. Réécoutons le Premier ministre. Pour réaliser tout ceci, il est primordial de s'appuyer sur la valorisation du capital humain. Les départements de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, de la santé, de la femme et de la famille, de la culture, de la jeunesse et des sports en sont les principaux piliers. Le développement harmonieux et soutenu d'un pays en émergence est intimement lié à sa capacité de disposer des ressources humaines nationales capables de s'insérer parfaitement dans une société en pleine mutation. Aujourd'hui, grâce aux efforts soutenus du gouvernement, de nouveaux concepts ont été introduits. Il faut signaler parmi ceux-ci, d'une part, l'école rurale intégrée qui place l'école au centre du village, même dans les lieux les plus éloignés. Et d'autre part, l'éducation équilibrée et inclusive qui permet de disposer d'une école bien ancrée dans l'inclusion scolaire. Ce n'est donc pas un hasard si notre pays a été choisi pour héberger au mois de janvier dernier le 3e Forum mondial pour une éducation équilibrée et inclusive qui a abouti à la signature d'une déclaration universelle par une 50aine de pays représentés à haut niveau. Il faut aussi rappeler que pour suivre cette voie, le gouvernement a pris une série de mesures audacieuses. Notamment, il a encouragé par divers stimulants l'éducation des filles, l'élargissement de l'accès à l'éducation et le fondement de l'équité pour la construction de nombreuses nouvelles écoles. Mais il est aussi intervenu pour la promotion de l'éducation rurale de façon à permettre à chaque enfant, en âge de scolarisation, d'avoir la possibilité d'aller à l'école à proximité de son lieu d'habitation. Enfin, il a œuvré pour la création d'écoles spécialisées pour enfants à besoins spéciaux et pour l'intégration à l'éducation dans le système éducatif des enfants réfugiés. Sur le plan culturel, la création de la Bibliothèque nationale, l'édification des archives nationales et l'importance accordée aux langues maternelles symbolisent la volonté du gouvernement de moderniser notre société en restant attaché à ce qui concerne la base de notre diversité. Ainsi, sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement reste toujours résolument engagé sur la voie de la valorisation de nos ressources humaines.
C'était le discours officiel du Premier ministre pour l'ouverture de la première session solennelle de l'an 2020. Le gouvernement était, rappelons-le, représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed. Tout à fait autre chose cette fois-ci. Au programme ce DER Special Talk, où le Palais du Peuple a abrité hier matin une rencontre, rappelons-le, débat de nouveau genre appelé DER Special Talk, qui est organisé par l'équipe DER Djibouti Espace de réflexion et d'échange. Au programme de ce DER Special Talk, 1. La place et le rôle du ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie djiboutienne dans la région de la Corne d'Afrique et dans le monde. Avec un invité de marque, il s'agit de M. Mohamed Ali Youssouf, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. Elle a réuni de nombreux participants issus à la fois du secteur public, dont des universitaires, des étudiants, des universités, mais aussi du privé et de la société civile. Au cours de cette rencontre avec M. Mohamed Ali Youssouf, les échanges ont porté sur, il a été question d'échanger, ont porté sur la stratégie diplomatique djiboutienne, s'insérer dans une région en constant bouleversement et sur le plan politique, économique et social, et connaître la doctrine diplomatique de Djibouti pour faire face à ces bouleversements. Le débat a été introduit par le directeur exécutif de DER, M. Mahmoud Ahmed, suivi d'une présentation de différentes structures du ministère et de ses principales missions diplomatiques dans la région. Ce qui était intéressant parce que ça montrait l'intérêt que les Djiboutiens ont, le débat d'idées. Donc ce n'est pas la perception qu'on avait tous de cette impression, mais on a vu aujourd'hui et d'autres occasions qu'on a déjà fait que les Djiboutiens sont prêts au débat d'idées et de se confronter et discuter. C'est tout l'intérêt qu'on porte. Les questions étaient à la hauteur de l'événement. Les questions étaient à la hauteur de l'événement parce que le ministre a su répondre, mais les gens ont aussi posé des questions pertinentes et très pointues, ce qui était très intéressant. Et on voyait le degré de l'intellectualité du Djiboutien aujourd'hui. On est dans le lancé, on va renouveler, Inch'Allah, si Dieu nous prête vie. Et donc l'idée, c'est d'organiser beaucoup plus de conférences qui ont beaucoup plus de débats dans la société djiboutienne. Et notre vision, nous, la famille Déré, c'est de vraiment apporter la réflexion là où elle devrait être, c'est-à-dire le débat d'idées. Eh bien, l'invité de marque au DER Talk, avec pour thématique le rôle du ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie, M. Mohamed Ali Youssouf, a répondu à toutes les questions des participants dont il a apprécié la maturité politique. Il a par ailleurs apprécié l'engouement des participants venus de tous les horizons pour des genres de débats qui permettent de rendre plus visibles les activités des départements ministériels ou des institutions. Écoutons le ministre des Affaires étrangères. De plateforme de dialogue avec l'opinion publique djiboutienne à travers les différentes franges de cette population. Ce dialogue a eu lieu. Vous l'avez remarqué, ça fait 2h30 qu'on est ici et les gens ne veulent pas quitter la salle. D'où l'engouement et l'enthousiasme qu'ils ont à écouter les dirigeants, les leaders politiques sur ce que ces leaders politiques font pour le pays. Et je crois que ce genre de rencontres dans le cadre de ce type de plateforme doit se répéter non seulement avec le ministère des Affaires étrangères, mais avec tous les autres départements pour mieux expliquer. On nous accuse d'avoir un déficit de communication par rapport à ce qu'on fait. Je crois qu'aujourd'hui, on a donné l'exemple et on a démontré qu'on va essayer de pallier et de combler ce déficit de communication par rapport à l'action gouvernementale. Tout à fait autre chose. Sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur, l'Office national d'assistance aux réfugiés et sinistrés a célébré hier ses 42 ans au service des réfugiés aux sinistrés au village de Holhol dans la région d'Ali Sébié. Le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a parrainé la cérémonie des célébrations du 42e anniversaire de l'Office national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés. Dès son arrivée sur le lieu, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, accompagné par une forte délégation, l'envoyé spécial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mohamed Abdi Afay, a été accueilli par le préfet de la région d'Ali Sébié, Moussa Adel Migani, ainsi que la population de la localité et les réfugiés du camp de Holhol. L'envoyé spécial du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Mohamed Abdi Afay, était le vedette du jour. L'un et l'autre ont rendu hommage au travail de l'ONARS, qui est au four et au moulin depuis ces 42 dernières années pour soulager les peines des plus fragiles. Les officiels des agences onusiennes ont pris part, comme Barbara Manzi, coordinatrice résidente du système des Nations Unies à Djibouti, l'ambassadeur du Japon Koji Onitani et les représentants du HCR et du PAM.
Ils sont allés aussi de leur hommage au gouvernement qui, à travers le NARS, assure la pitance, mais aussi l'éducation, la santé, l'apprentissage des métiers d'avenir aux enfants et à la jeunesse qui vivent dans les villages des réfugiés. Tous se sont dit heureux de poursuivre et renforcer la coopération déjà étroite avec le gouvernement et le NARS pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés à Djibouti. Mais comme à chaque fois, ces fêtes d'anniversaire de l'ONARS sont aussi le moment de célébrer la culture d'accueil et d'hospitalité de notre pays. Les réfugiés du village de Holhol, mais aussi les populations locales, les autorités publiques, les agences onusiennes ainsi que les organisations humanitaires internationales se joignent tous à ce belles retrouvailles qui sont l'occasion de faire le point sur la situation des réfugiés dans notre pays et recueillir les doléances, étendre leurs attentes. À l'occasion, pour rendre hommage au président de la République, M. Ismaël Marguerite, qui a réaffirmé haut et fort lors du 32e sommet de l'Union africaine que notre pays continue d'accueillir les réfugiés, les déplacés depuis 1977, au gré des catastrophes humaines, des sécheresses et des impératifs régionaux. Dans leur discours, j'aimerais, a-t-elle dit, exprimer mes sincères remerciements et rendre hommage qui sied au gouvernement et au peuple de Djibouti pour la magnifique culture d'accueil et lui faire honneur. Djibouti est un havre de paix et de stabilité, a déclaré le HCR, où les réfugiés trouvent réellement leur bonheur en laissant derrière eux leurs affres de la guerre, la désolation. Aujourd'hui, la République de Djibouti est citée en exemple dans le succès de la mise en œuvre du cadre global de l'action en faveur des réfugiés, qui donne résultats probants. J'aimerais saluer le travail formidable de l'ONARS, qui assure un travail de titan pour la coordination et la mise en œuvre de cette politique, de bras ouverts en direction des réfugiés de la région. De son côté, elle a déclaré que Holhol est notre pays d'accueil. Les premières vagues des réfugiés sont venues il y a près de 40 ans. Ici, dans ce beau village, s'est construite une formidable histoire d'humanité, d'hospitalité. Ici, la culture d'accueil, de compassion a pris forme lorsque des hommes et des femmes mus de seule humanité ont décidé d'offrir le gîte de leurs couverts et leurs frères et sœurs. Le ministre a rappelé en croit que le désarmement en doute. Le gouvernement a immédiatement transformé l'élan humain et populaire en une institution dédiée à l'accueil et à la prise en charge des réfugiés. Un jour béni de février de 1968. C'est ainsi que nous célébrons chaque année la même date en février. Les anniversaires de l'ONARS, qui sont aussi les dates d'anniversaire du jour où nous avons érigé notre générosité et notre hospitalité en une véritable institution. Grâce à un partenaire solide avec les agences des Nations Unies, d'autres organisations internationales, nous sommes aux avant-gardes en matière de politique d'accueil et des réfugiés. Le cadre d'action globale en faveur des réfugiés donne aujourd'hui des résultats édifiants. C'est un véritable motif de fierté pour notre pays qui conforte notre culture foncièrement humaine et notre formidable réputation qui nous honore. Autre actualité nationale, toujours dans le cadre du recrutement des spécialistes et techniciens au profit des forces armées djiboutiennes. Les candidats sélectionnés détenteurs des permis, quelle que soit la catégorie, ont été soumis à ce jour un test de niveau conduite. Ce test de conduite des véhicules font suite aux épreuves de résistance physique effectuées le 25 février dernier. Parmi les besoins exprimés par les forces armées djiboutiennes figuraient les conducteurs de véhicules, toutes catégories, allant du véhicule personnel au véhicule poids lourd, transport des troupes et super poids lourds. Ce test de conduite comprenait 2 ateliers. Le code de conduite, c'est dans cet état d'esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tôt ce matin à la piste de défilé derrière le camp Cheikh Ousmane, surnommée piste Tora Bora. Après l'appel et l'identification de la personne sur présentation de sa carte d'identité nationale, ces jeunes ont été groupés par groupe de 20, chaque atelier étant encadré par des personnels du bureau des sports et des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était aléatoire, ce qui a permis de minimiser le délai d'attente. Ce test de conduite se sont étalés sur 2 jours et prenant enfin aujourd'hui, va suivre l'ultime test comprenant les examens médicaux dont les dates seront affichées très prochainement. À l'issue, des jeunes candidats seront acheminés à l'école militaire du président Goulet de Holhol pour apprendre le rudiment du métier de soldat.
tout à fait autre chose. Dans le cadre du tournoi de la qualification des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, la Fédération djiboutienne de tennis de table a envoyé 2 joueurs de tennis de table à Tunis pour participer à la qualification des Jeux Olympiques. Les 2 athlètes boursiers olympiques sont Rahma Abdurrahman Jemal Ahmed, encadrés par des techniciens de la Fédération djiboutienne de tennis de table. Durant leur séjour à Tunis, la capitale de la Tunisie, ils affronteront 2 joueurs de Tunis et table d'Afrique pour trouver une place aux Jeux Olympiques de Tokyo. Rappelons que les joueurs de tennis de table sont champions de Djibouti et ont participé à plusieurs fois à des compétitions régionaux et internationaux. Je prends part pour participer à la qualification des Jeux Olympiques qui va se dérouler à Tunis du 27 au 29 et j'espère faire mon mieux et faire une qualification pour se qualifier aux Jeux Olympiques qui se tiendra bientôt au Tokyo 2020 et faire de mon mieux. Et dans l'actualité internationale, l'ancien ministre malaisien de l'Intérieur, Muhyiddin Yassin, prête serment en tant que nouveau Premier ministre de l'ex-leader Mahathir Mohamad, qui avait démissionné lundi. Jugé cette investiture illégale, la Malaisie a vécu une semaine de crise politique en raison de la désintégration du pacte de l'espoir. Cette coalition avait porté en 2018 au pouvoir Mahathir Mohamad et comprenait nombre de ses anciens opposants, dont Anwar Ibrahim, son ex-bras droit jusque dans les années 90. Devenu son ennemi juré, Mahathir Mohamad, alors le plus vieux dirigeant en exercice au monde, avait démissionné, ce qui avait débouché politique en raison de la désintégration du pacte de l'espoir. Cette coalition avait porté en 2018 au pouvoir Mahathir Mohamad et comprenait nombre de ses anciens opposants, dont Anwar Ibrahim, son ex-bras droit, jusque dans les années 90, devenu son ennemi juré. Mahathir Mohamad, alors le plus vieux dirigeant en exercice au monde, avait démissionné lundi, ce qui avait débouché sur de nombreuses tractations pour constituer une nouvelle alliance. L'ex-premier ministre de 94 ans avait proposé mercredi de former un gouvernement d'union. Mais le palais royal a annoncé samedi que, contre toute attente, l'ex-ministre de l'Intérieur, Muhyiddin Yassin, avait été choisi pour le poste de Premier ministre. En Malaisie, le Premier ministre est choisi par le roi, mais il doit prouver qu'il a derrière lui une majorité des députés. En début des manœuvres des dernières minutes de Mahathir Mohamad et ses alliés pour prouver qu'ils étaient en effet majoritaires. L'investiture de Muhyiddin Yassin s'est déroulée comme prévu dimanche matin, portant une tenue traditionnelle malaise. L'ex-ministre de l'Intérieur, âgé de 72 ans, a prêté serment au Palais national de Kuala Lumpur. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.